bonsoir à toutes et tous. Alors c'est vrai que depuis cet été, ça a commencé un peu à changer et la mobilisation sur le climat, contre le changement climatique, a commencé à prendre de l'ampleur, je dirais, ici et maintenant, parce que ici et maintenant, on voyait directement les effets du changement climatique. Ça a été particulièrement vrai cet été avec les incendies sans fin de la Suède au Portugal, en passant par la Grèce, avec les vagues de sécheresse, avec les vagues d'inondation, avec les chaleurs extrêmes. Je dis c'est ici et maintenant parce que jusque-là, le changement climatique, il impactait surtout c'est ceux qui sont le moins responsables, c'est ceux qui vivent dans les pays dominés, et c'est vrai que les mobilisations, les grandes mobilisations écologistes contre l'extractivisme sur les questions de l'eau, sur les questions des déchets, c'est pas, comme on nous le dit quelquefois, des mobilisations de riches et de privilégiés, mais c'était d'abord et avant tout des mobilisations du Sud, des mobilisations de populations opprimées, parce que le climat, c'est aussi, le changement climatique, c'est aussi une guerre contre les peuples et une des figures de l'impérialisme. Donc effectivement, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un rattrapage, et c'est heureux et c'est nécessaire, parce que si les effets, ils se font d'abord sentir au sud, les responsables, eux, ils sont bel et bien au nord, dans les grandes métropoles impérialistes. C'est pour ça que c'est si important pour réussir les marches du 8 septembre, du 13 octobre, des 26 et 27 novembre et puis du 8 décembre. Mais tout ça, je dirais, ça se ressemblait un peu. Non, la vraie surprise, elle est venue de la COP24. Évidemment pas de la réunion de la COP24, donc il n'est rien sorti. Comme d'hab, la vraie surprise, elle est venue, en fait, de l'appel d'une jeune fille qui s'appelle Greta Thunberg, plus exactement, pas seulement de l'appel, mais surtout de l'écho que cet appel a rencontré dans la jeunesse, un appel à la grève scolaire avec l'idée, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert d'aller à l'école? Puisque de toute façon, notre avenir, vous l'avez pourri, vous l'avez saccagé. Et donc, c'est bien une jeunesse du Nord global, ce qui permet de mettre l'Australie au Nord, ce qui est géographiquement un peu discutable, mais qui fonctionne du point de vue des responsabilités. Qu'on a vu cette mobilisation s'étendre, j'ai dit, en Australie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, au Canada, etc. Mais comme s'il y avait une sorte de nouvelle génération qui était en train de naître à la politique, parce que cette question du climat, elle est évidemment d'abord et avant tout une question politique. Et puis elle est née sur deux choses. L'urgence, et peut-être que le mot d'ordre qui exprime le mieux cette espèce d'impératif, c'est ce mot d'ordre qui dit « Quand je serai grande, je veux être vivante ». Et puis, il y a un autre mot d'ordre, toute une autre série d'autres mots d'ordre qui sont en fait des mots d'ordre radicaux de dénonciation de l'inactivité, de l'inaction criminelle des gouvernants. Et donc on est arrivé au 15 mars où plus d'1 million de jeunes ont fait cette grève scolaire, sont descendus dans la rue, et puis qui a été suivi le lendemain par le 16 mars par des marches mondiales pour le climat qui là encore étaient supérieures à tout ce qu'on avait connu jusque-là. Donc c'est la patience et l'intransigeance qui sont sans doute le moteur de ce soulèvement, de ce que moi j'ai envie d'appeler cette entrée des mobilisations dans le 21e siècle. Bon. Impatience, intransigeance, à juste titre, parce qu'effectivement, on est rentré dans une course de vitesse entre la catastrophe et la mobilisation contre la catastrophe. Alors on a un mouvement qui est joyeux, qui est créatif, les pancartes sont multiples, colorées, extraordinaires de créativité, mais c'est aussi un mouvement qui est extrêmement lucide, voilà, qui est lucide sur le fait qu'on ne peut pas attendre, et cette conviction qu'on ne peut pas attendre, elle s'appuie bel et bien sur des observations vérifiables. Je vais revenir un tout petit peu en 2015 à la COP 21. La seule chose qui est, du point de vue des engagements des États, il n'y a rien, etc. Bon, mais la mobilisation climat et surtout la mobilisation des premiers, des premières concernées, je parle
là encore, des États du Sud, des petits États insulaires, comme on les appelle, qui eux sont menacés purement et simplement de disparition. Bon, cette mobilisation a quand même réussi à faire rajouter un petit bout de phrase qui était ok, il faut limiter le réchauffement de la température moyenne de la Terre à 2 degrés, mais il faudrait mieux essayer d'arriver à 1,5 degré. C'est passé presque inaperçu sur le moment. Ce qui avait suivi, c'est quand même qu'il y a eu une évaluation de la différence qu'il y avait entre les effets d'une augmentation de la température moyenne de la Terre à 2 degrés ou à 1,5 degré. Et cette évaluation, elle est absolument sans appel. Sur les effets à la fois sur la biodiversité, bon, mais aussi sur l'élévation du niveau des mers, sur les rendements agricoles, enfin bref, sur tous les impacts du changement climatique et évidemment sur tous les impacts sociaux en termes d'inégalité sociale, d'approfondissement des inégalités sociales dues au changement climatique. Alors qu'est-ce qu'il dit de plus précis encore ce rapport? Il dit, parce que c'est toujours en termes de probabilité, pour avoir 50% de chance, c'est pas énorme, hein, quand vous pariez, vous essayez de parier un peu plus que 50%, parce que bon, mais quand même, pour avoir 50% de chance de rester en deçà de ces 1,5 degrés dont on voit que c'est la limite qu'il ne faudrait pas franchir, il faut que les émissions mondiales nettes de CO2, c'est un peu technique, mais je vais vous en poser après, diminuent de 58% d'ici à 2030. Et puis ensuite, qu'elle tombe à 0 en 2050, et puis ensuite qu'elle soit négative. Alors derrière la technique, en fait, il y a une menace. Parce qu'il faut expliquer ce que sont ces émissions mondiales nettes. Le net, c'est la différence entre ce qu'il y a en plus et ce qu'il y a en moins. C'est la différence entre ce qu'on émet comme CO2, qui provoque le réchauffement climatique, et ce qui est absorbé. Bon. Naturellement, les forêts, les espaces verts, etc., absorbent à peu près la moitié du CO2 qui est émis. Le problème, c'est que vous l'avez compris, il faut donc réduire drastiquement ces émissions, mais que les émissions, elles continuent à monter, et qu'un des effets du réchauffement climatique, c'est que l'absorption naturelle, elle a tendance à diminuer. Et donc, par rapport à ça, il y a des gens qui sont en embuscade, et c'est pour ça que je parle de menaces. Il y a des gens qui sont en embuscade en disant « mais c'est pas très grave, on va trouver des solutions technologiques ». Leur solution technologique préférée, elle s'appelle BECS. Ça n'a rien à voir avec les oiseaux, à part peut-être que ça va encore plus leur pourrir la vie et en diminuer la biodiversité. Les BECS, ça veut dire les bioénergies avec capture, séquestration du carbone. Là non plus, c'est pas glamour, mais l'idée, elle est simple. Elle est, on va planter un maximum, ce qu'on appelle de la biomasse, en gros des végétaux. Les végétaux, quand ils poussent, ils absorbent le CO2. Chouette, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait faire. On va ramasser ces végétaux et puis on va les brûler. Génial, on va produire de l'énergie avec de la biomasse. Bon, sauf qu'il y a un problème. C'est que quand on brûle de la biomasse, quand on brûle du bois, n'importe quoi, on émet du CO2. Et ils y avaient pensé. Alors, ils y avaient pensé, même s'ils n'ont pas résolu exactement techniquement comment ils allaient faire. L'idée, elle est en gros, le CO2 qui s'échappe quand on brûle, on le capture. Ça, ils ne savent pas très bien comment, mais ce qu'ils savent encore moins bien faire, c'est la partie d'après, la partie séquestration. Ils sont très forts pour la séquestration des gens, mais pour la séquestration du carbone, ils assurent beaucoup moins. Donc l'idée, c'est d'enfouir dans des couches profondes. Voilà. C'est ça leur solution miracle. Donc il faut, si on veut échapper à leur solution d'apprenti sorcier, j'ai rien contre les sorciers, surtout pas contre les sorcières, mais c'est contre cela, oui. Si on veut éviter ces solutions-là qui sont extrêmement dangereuses, parce que vous voyez bien que d'abord c'est pas bien maîtrisé, on n'est pas sûr que ça marche, mais que surtout si on veut cultiver suffisamment de biomasse pour faire ça, c'est autant qui va être en concurrence avec la production alimentaire ou avec la biodiversité. Pour donner une idée, si on voulait absorber à peu près tout ce qui est en rade, c'est la superficie de l'Inde qu'il faudrait planter uniquement pour fabriquer de la biomasse, pour mettre dans cette technologie. Autant dire que ça craint et qu'il faut absolument éviter ça. Et c'est ça la seule et unique, enfin une des seules, il y en a des pires, solution proposée par les capitalistes. Alors sur cette question-là, quelqu'un a dit « seule la vérité est révolutionnaire ». En l'occurrence, il faut dire la vérité, parce qu'elle est... mais
vraiment, la vérité là, elle est extrêmement révolutionnaire au sens où elle ne peut que nous conduire à faire la révolution. Je vais détailler un petit peu. Bon, je ne vais peut-être pas détailler. L'essentiel de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui, 80% est de l'énergie d'origine fossile, donc responsable des émissions de gaz à effet de serre. On comprend tout de suite que quand on nous cause de transition économique, de transition énergétique, on se fout de nous, que c'est une révolution énergétique qu'il faut faire, puisqu'il faut changer totalement le système énergétique. Mais la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est des masses énormes de capitaux. C'est-à-dire que l'ensemble de ces installations, c'est 1/5 du PIB mondial. Et puis, il y a toutes les ressources en gaz, en pétrole, en charbon, qui là encore sont considérées comme du capital, mais qu'il faut laisser sur Terre. Donc là, on voit bien qu'on touche à quelque chose de sérieux, puisque c'est à l'argent, et que la révolution, elle ne va pas être seulement énergétique, et que ça pose effectivement la question de l'expropriation, de la socialisation de l'ensemble du secteur de l'énergie et du secteur bancaire, si on veut reprendre la main, de façon à planifier effectivement pour arriver à un système qui soit un système 100% renouvelable et sans nucléaire. Si on rajoute qu'on aura besoin d'énergie pour construire un nouveau système énergétique, puisque celui qu'on a aujourd'hui est totalement inadapté pour des renouvelables, si on rajoute que, évidemment, tout ça doit se faire en permettant l'accès à l'énergie, en particulier des pays du Sud, on voit bien la radicalité dont on a besoin. Voilà, et c'est par ce bout-là qu'il faut prendre les choses. Il faut prendre les choses par le bout de ce qui est nécessaire, pas par le bout de ce qu'on pense qui est peut-être éventuellement possible sans trop fâcher le monde. Parce que si on fait ça, on ne change rien et on court à la catastrophe. Alors le nécessaire, oui, il faut le dire, c'est la suppression des productions inutiles et dangereuses, l'arrêt de tous les grands projets inutiles et dangereux, l'arrêt de l'industrie d'armement, l'arrêt du plastique, l'arrêt de la publicité, l'arrêt de l'obsolescence programmée. Donc c'est une réduction drastique des productions qui sont inutiles et dangereuses, et il y en a beaucoup. C'est aussi les transports contribuent pour beaucoup aussi aux émissions, donc c'est la suppression des transports inutiles de marchandises, et c'est une réorganisation totale de la production pour effectivement produire ce dont on a besoin, avec le moins de transport possible, avec des circuits courts, avec un contrôle de la population. C'est du point de vue des transports des personnes, de nos déplacements, la multiplication des transports collectifs gratuits pour en finir avec le voiture, autrement qu'en culpabilisant ceux qu'on a contraints à utiliser leur voiture. Et puis c'est aussi, parce que c'est le troisième grand secteur qui est concerné, un bouleversement total de l'agriculture, donc de l'alimentation, avec une agriculture biologique, avec une agriculture paysanne, avec des circuits courts, avec la fin de l'élevage industriel. Tout ça, vous l'avez compris, c'est des mesures de justice à la fois sociale et écologique, mais c'est aussi des mesures de rupture avec le système capitaliste, parce qu'il y a, bon, pris séparément, peut-être qu'il y aurait moyen de moyenner. Mais il y a un truc qui est incompatible avec le capitalisme, c'est l'idée même de réduire la production et les transports. Le capitalisme est par essence, par nature, productiviste. Il a besoin de fabriquer toujours plus, de produire toujours plus, de transporter toujours plus, de nous inciter à consommer toujours plus, qu'on en ait besoin ou qu'on n'en ait pas besoin. L'utilité de ce qui est produit, c'est un effet collatéral, il n'en a rien à faire. Bon, nous on veut et on doit remettre le monde à l'endroit de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que c'est des mesures radicales, que si c'est des mesures radicales, c'est des mesures qui doivent être imposées par la mobilisation, parce que ça ne viendra pas tout seul et en demandant gentiment aux gouvernants. Et pour que cette mobilisation elle soit massive, bah, il faut arriver à rendre désirable une société dans laquelle, oui, on produira moins, mais dans laquelle on partagera plus et dans laquelle on vivra toutes et tous beaucoup mieux. Et donc évidemment on articule ça avec l'ensemble de notre programme, de ce qu'on dit qui sera développé sur sur le partage des richesses, sur la question du partage du travail, de la réduction massive du temps de travail, qui est une vraie mesure pour diminuer la production sans augmenter le chômage.
de protection des droits des salariés, de protection du salaire, de l'interdiction des licenciements, qui s'articule aussi avec une gratuité, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à tout ce qui est indispensable pour la vie de manière libre et gratuite. Mais je voudrais insister sur deux choses qui sont indissociables de tout le plan à la fois social et écologique, qui est évidemment la question de la démocratie. Rien de tout ça ne peut se faire de manière autoritaire. Il faut repenser la production, repenser le travail, et ça suppose effectivement une auto-organisation, une autogestion, une auto-administration de la façon dont fonctionne l'ensemble de la société, que ce soit les transports, que ce soit la production, que ce soit la gestion des ressources, avec une remise en cause de la propriété, avec une idée qui est celle de ce qu'on a en commun. C'est à la fois le fait qu'on peut user des choses en commun, mais aussi d'en prendre soin. Et ça m'amène à la dernière chose sur laquelle je voulais insister, qui pour moi est centrale dans un programme qui soit à la fois écologique et social. C'est cette idée de prendre soin les uns des autres, prendre soin des humains, mais aussi prendre soin du monde dans lequel on vit, de la nature dont nous faisons partie. C'est quelque chose qui doit être au centre de l'activité humaine. Il n'y a rien de plus important que de faire ça. Et aujourd'hui, on constate que ça, c'est ce qui est dévalorisé. Et bien, c'est ce qui est dévalorisé, et en même temps, c'est ce qui est confié de manière quasi exclusive aux femmes. Et le rapport entre la féminisation et la dévalorisation est là absolument évident. Donc ce programme-là, il peut être un programme féministe. Et antiraciste, parce qu'il faut insister aussi sur le fait que ces travaux invisibles, évalués, ils sont confiés aux femmes, mais ils sont confiés aussi majoritairement aux femmes migrantes. Donc voilà, juste pour finir, et ce sera mon dernier mot, tu l'as dit au début, fin de mois, fin du monde, oui, il n'y avait rien, tout est révoltant dans la politique de Macron, mais cette façon d'utiliser, d'opposer fin de monde et fin du mois est quelque chose de totalement indécent, évidemment, puisque comme chacun le sait, c'est les riches d'abord qui détruisent la planète et pas les plus pauvres, pas ceux qui sont contraints d'utiliser leur voiture parce qu'ils ont été relégués, etc. Bon. Et donc, plutôt que de parler de fin du monde et fin de mois, si on veut éviter la fin du monde, eh bien, il faut être capable de penser la fin du capitalisme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est plus facile de parler de la fin du monde que de parler de la fin du capitalisme. Pourtant, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. C'est une autre façon de dire et de redire cette phrase de Rosa Luxembourg qu'il faut actualiser sans doute un petit peu, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le choix, il est entre écosocialisme ou barbarie, et ça presse.